Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'information à la une de l'actualité haïtienne attendue pendant longtemps. La troisième partie du rapport d'enquête autour du dossier Petro-Caribé est enfin disponible. Les enquêteurs de la CSCCA recommandent la mise en place de mécanismes pouvant permettre de récupérer les fonds mal utilisés. Il est urgent d'élaborer un calendrier pour la tenue des élections législatives qui auront trop tardé. Déclaration du secrétaire d'État américain Mike Pompeo qui s'est entretenu dimanche avec le chef de l'État Jovenel Moïse. Investiture hier dimanche du nouveau président dominicain Luis Abinader Corona a promis de renforcer les relations commerciales avec Haïti et les États-Unis d'Amérique. Haïti Covid-19, les dirigeants de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie estiment que le pire a été évité du fait que la population haïtienne est majoritairement jeune. Ils évoquent également les efforts consentis par les autorités gouvernementales. Et puis dans l'actualité internationale, la chaleur dans la vallée de la mort pourrait constituer un record mondial selon les spécialistes. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez avec nous, ce titre et tant d'autres seront développés tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Rebonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans le développement de cette édition. Comme annoncé un titre, le président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Rogaville Boisguini, a remis ce lundi la troisième partie du rapport d'enquête auteur du dossier Petro-Caribé au président du Sénat, Pierre-François Sildor. Les enquêteurs de la Cour des comptes recommandent, entre autres, la mise en place de mécanismes pouvant permettre de récupérer les fonds mal utilisés, la responsabilisation des personnes agissant à titre d'ordonnateur dans certains projets où le fonds vénézuélien a été systématiquement dilapidé. On écoute les propos de Rogaville Boisguini. Comme vous le savez déjà, de septembre 2019 à date, le pays a connu des moments difficiles, notamment avec les troubles socio-politiques et également avec la propagation du coronavirus. Malgré les difficultés, on est capable de permettre des équipes qui allaient dans des villes de province pour aller vérifier des sites pour que des projets qui ont été exécutés. Nous amenons de courage, nous prenons risque parce que nous avons fait pour mettre samedi pour nous remettre derrière ce travail-là. Nous prenons risque, nous allons, nous visiter des projets et nous venons avec des intrants qui permettent que nous baillons actuellement là, dernière tranche rapport, qui c'est un rapport qui est très volumineux, de 2000 pages, et moi-même qui accompagne le conseiller service Montréal, infatigable travailleur au niveau du conseil là, et mon directeur de cabinet, qui était honneur matin pour me remettre à président Sénat deux versions, une version papier et une version électronique en PDF selon les USB. Pour sa part, le président du Sénat de la République, amputé de 2/3, a promis que le document sera analysé par les autres membres du Grand Corps pour les suivis nécessaires. Le sénateur du Sud a salué le travail réalisé par les enquêteurs de la Cour des comptes. Ces propos ont été recueillis par Moïse Saint-Éloi et David Mercius. Effectivement, c'est au premier tranche rapport là, c'est en février 2019. C'est en deuxième tranche, 31 janvier 2019. C'est en deuxième tranche qui était en mars, 31 mai 2019. Troisième tranche, dans tout comme jusqu'à pendant de commencer à faire l'introduction, comme si c'était rapport Petro-Caribé. Donc c'est troisième tranche qui peut permettre que l'État travaille sur lui-même. Et nous félicitons, malgré les difficultés qui gagnent pour les déplacements par rapport à la question de climat et sécurité qui gagne toute l'année 2019 là, et au début de 2020,
ils continuent à faire travail pour nous livrer, ça fait. C'est un mérité compliment et pour ça, risque au plan et pour aujourd'hui faire travail comme ça de loi. Et parce que ce sont les articles 200 et suivants de la Constitution. 200 et suivants de la Constitution qui fait de la Cour des comptes un organe mettant de contrôle administratif fonctionnel des dépenses de l'État. Et c'est le droit technique du Parlement national de la République. Nous-mêmes, nous avons toute compétence dans l'État. Et là, nous avons un dossier financier, un dossier de compte, dans notre qui départ, nous avons côté compétence, chercher compétence là, on a Cour des comptes pour faire travail là. Donc, nous par contre, ça va dans le rapport, la troisième tranche, effectivement. Mais nous savons que la première tranche a été déjà acheminée par devant les autorités compétentes. Nous allons nous recevoir au nom de l'Assemblée des sénateurs et nous allons nous réunir avec maintenant les sénateurs et pour nous discuter de ce rapport-là et à décider maintenant pour nous faire même chemin que le rapport a été fait avant la première tranche et la deuxième tranche qui était remettre. Autre nouvelle, le président de la République, Jovenel Moïse, a pris part hier dimanche à la cérémonie d'investiture du nouveau président dominicain Luis Abinader Corona. Le chef de l'État, Jovenel Moïse, en a profité pour s'entretenir avec le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, également présent à la cérémonie. À son retour, Jovenel Moïse a déclaré que les discussions avec le diplomate américain se déroulèrent autour de la tenue des prochaines élections dans le pays. On l'écoute. Premièrement, je fais un bilatéral avec le secrétaire d'État Pompeo, parce que comme nous connaissons, moi-même, je suis très concerné c'est ainsi pour que l'élection en Haïti, nous sommes capables de commencer au plus clair dans la vie. Et nous connaissons bien que les temps apprennent qu'en pile association, en pile institution, l'article 289 Constitution dit là, commencez à voir moun pour nous mettre sous pied Conseil électoral provisoire là. Et automatiquement que le Conseil électoral provisoire là, les fins mettre sous pied, là ça, nous pourrons parler de date élection, nous pourrons parler de calendrier électoral, nous pourrons parler de loi électorale, ça veut dire décret, parce qu'en fait, ce n'est pas une seule élection qui est pour faire dans le pays. Nous avons fait élection locale, élection législative, élection municipale avec élection présidentielle. Parce que, Jean, moi, quand je dis une fois déjà, élection, c'est même gens avec fête Noël, ou même fête toute bagarre, ou pas qu'à renvoyer 25 décembre. C'est-à-dire, quel que soit l'agent ça y a, fête Noël là, toujours tombé 25 décembre. C'est pour ça, automatiquement, quand on prend pouvoir dans le peuple là, le pour mettre le peuple à pouvoir, c'est une élection pour faire pour le peuple là, on l'autre monde ou bien on l'autre équipe monde dirigée. Pour sa part, le secrétaire d'État américain a déclaré sur son compte Twitter qu'il est urgent qu'Haïti établisse un calendrier pour la tenue des élections législatives qui ont trop tardé. Le diplomate américain a plus loin mis l'accent sur la nécessité pour le gouvernement haïtien de former un conseil électoral provisoire inclusif et renforcer l'état de droit et le soutien aux droits humains dans le pays. Dans son discours, le nouvel élu du Parti révolutionnaire moderne, PRM, a promis d'œuvrer au renforcement des relations commerciales avec Haïti et les États-Unis d'Amérique. Le successeur de Danilo Medina a encouragé les investissements dans ce pays qui a une crise grave économique. Luis Abinader Corona a en outre promis de s'attaquer à la pandémie Covid-19 ainsi qu'à ses conséquences dans son pays. On va parler à présent de circulation. 42 accidents ont été enregistrés sur le territoire national pour la semaine allant du 10 au 16 août, provoquant 17 morts et 46 blessés selon le dernier bilan présenté par l'organisation baptisée Stop à accident. Il faut souligner qu'au moins un véhicule immatriculé service de l'État a été impliqué dans ces différents accidents selon l'organisation. Notons que à Jérémy, à Petit-Gouave, à Fragnoville, à Morne-à-Cabri, à Pillon et à Bassin-Bleu, et sur la route du Frère, route 9, Savanette, Mirbalet et Léogane. Voilà, ces routes ont été les endroits où ces accidents se sont produits plus particulièrement.
comme le veut la tradition, des Haïtiens ont célébré la fête Notre-Dame de l'Assomption, patronne de la deuxième ville du pays, où pas mal d'activités ont été organisées exceptionnellement cette année. La fête a coïncidé à la commémoration des 350 ans de la ville du Cap-Haïtien. Des activités culturelles et religieuses ont été déroulées également à Petit-Goâve ainsi que dans la ville des Cayes durant le week-end écoulé. Haïti Covid-19, le fait pour les jeunes Haïtiens d'être majoritaires dans la société haïtienne constitue l'un des facteurs de résistance à la Covid-19 de la vie du docteur Jean-William Pape, coprésident de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie de Covid-19 en Haïti. Une enquête sera réalisée sur le niveau de prévalence de la maladie pour juger d'une éventuelle vague en Haïti, selon Jean-William Pape, par ses explications au micro de Wesley Jean-Baptiste et Eric Garnuel. Ou commander pour qui ça que Haïti est épargné. Par contre, c'est Haïti seul qui est épargné. Tout Caraïbe est épargné. Parce que même ce domaine qui a 80 000 cas pic, il n'y a pas grand pile décès. Il y a à peu près 1300 décès. C'est toute zone ça qui bénit. Et si vous regardez l'Afrique équatorienne, tout, lui-même tout, il est protégé. Donc nous pensons que ça qui est facteur déterminant qui protège, il y a probablement plusieurs facteurs. Le facteur déterminant, c'est le groupe d'âge. Nous avons un groupe d'âge très jeune en Haïti, c'est seulement 5% de monde qui a plus que 65 ans. Et c'est le cas dans l'autre période. Et peut-être bien également exposition à des coronavirus qui étaient moins dangereux, parce que le coronavirus sont grippe que le baou. Donc si nous avons une sorte d'exposition antérieure, ça veut dire que mon Dieu est protégé. Maintenant, qui ça nous besoin de faire? Nous avons besoin de faire une enquête séroprévalence nationale dans tout le pays. Pour qui ça? C'est pour nous connaître ce que nous avons une deuxième vague. Ou en France, en Europe en général, on a déjà peur. La France compte à peu près 3000 nouveaux cas chaque jour. Donc, c'est une catastrophe pour lui. Donc, c'est essentiel pour nous faire enquête séroprévalence et que nous avons une approche intelligente dans le gérer l'épidémie. Ça veut dire que nous n'avons pas qu'à fermer l'économie, parce que l'on ferme l'économie, il y a des impacts énormes sur l'autre facteur santé, comme pour les pharmaciens qui ne peuvent pas accoucher à l'hôpital, sur le cas sida qui ne peuvent pas traiter, sur le cas tuberculose qui ne peuvent pas traiter, sur le cas Timoun qui n'a pas nourri, etc., surtout vaccination à Timoun. De son côté, le docteur Laurie Adrien se félicite des efforts consentis par l'équipe gouvernementale dans la réduction des cas de Covid-19 en Haïti. Toutefois, le directeur général du MSPP continue d'appeler la population à la prudence compte tenu du fait que la pandémie soit toujours présente sur le territoire national. Ces déclarations. En investissant sur un coup de période, un seul coup dans l'achat de 16 générateurs d'oxygène avec des fonds publics. Parce que je parlais de 16 que l'État a acheté, mais en plus de 16 que l'État a acheté, nous avons 5 lots qui sont faits avec effort secteur privé. Sous quantité que nous recevons déjà, nous sommes capables de dire nous recevoir pratiquement 18 sur 21, il y a 3 qui est en instance pour arriver ou pour arriver. Et nous commençons déjà à placer les générateurs dans les départements. Nous plaçons déjà dans le département du nord-ouest, le département du nord, département du nord-est, département de l'Artibonite. Tout département dans le pays a gagné au moins un générateur. En plus des générateurs d'oxygène, l'autre investissement que l'État a fait, comme tu as parlé de lui, c'est l'achat de 20 appareils de radiographie pour le système. Et nous sommes capables de nous 20 appareils, ils ont livré déjà dans le ministère de la Santé publique et nous avons déjà commencé la distribution sur le territoire. Là. Mais comme c'est des appareils de radiographie, nous avons les mobiles digital, donc ils demander un minimum de formation pour techniciens. Nous livrons déjà dans l'hôpital La Paix, nous livrons déjà dans l'hôpital Delma 2, nous livrons dans l'hôpital Arcaïe, nous livrons dans l'hôpital Petit-Goâve et très bientôt, nous avons fait des démarches pour nous livrer dans certains départements, dont au Cap, Justinien, et Port-de-Paix. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, direction les États-Unis d'Amérique. Eh bien, d'après les services météo américains, il a fait ce dimanche 54,4 degrés
Celsius dans la vallée de la mort, région désertique de l'ouest des États-Unis d'Amérique. Cela pourrait constituer un record mondial de chaleur. On dit de cet endroit que c'est un des lieux les plus chauds au monde. La vallée de la mort aux États-Unis, la température qui a été enregistrée ce week-end pourrait même constituer un record mondial, soit 130 degrés Fahrenheit, soit environ 54,4 degrés Celsius. L'Organisation météorologique mondiale a indiqué sur Twitter qu'elle allait vérifier ce relevé de température. S'il était validé, cela pourrait être la température la plus élevée jamais enregistrée sur Terre. La vallée de la mort est située dans l'État de Californie. Elle s'étend sur environ 8000 km². C'est un peu plus petit que la Corse. Elle est caractérisée par un climat très sec, fort ensoleillement, très faible précipitation et un relief ainsi qu'une végétation désertique. En été, la température dépasse quasiment tous les jours les 45 degrés Celsius. Cette année, c'est tout le sud-ouest des États-Unis qui est frappé par une vague de chaleur intense, ce qui est propice au développement de feux de forêt. C'est déjà le cas en Californie et les spécialistes redoutent une aggravation de ces incendies dans les prochaines semaines. Comment empêcher un rebond de l'épidémie du coronavirus? La question taraude plusieurs pays européens. Parmi les mesures adoptées, la généralisation du port du masque ou encore les tests de dépistage dans de nombreuses villes françaises. Il faut dire que les autorités locales imposent désormais le port du masque dans certaines rues ou certains quartiers à forte affluence. Des CRS ont été envoyés en renfort à Marseille pour faire respecter cette mesure. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 €. Le gouvernement français envisage par ailleurs d'étendre le port du masque dans les entreprises en Espagne où, comme en France, le nombre quotidien de contaminations repart à la hausse. Les autorités sanitaires multiplient les tests de dépistage aléatoires, tests de dépistage obligatoires en Italie pour tous les voyageurs en provenance de Croatie, de Grèce et d'Espagne. Le ministre italien de la Santé a par ailleurs décidé de rendre obligatoire le port du masque entre 18h et 6h du matin dans plusieurs lieux publics et d'ordonner aussi la fermeture de certaines boîtes de nuit. À ce jour, plus de 21 millions de personnes dans le monde ont été contaminées par le coronavirus. Depuis le mois de septembre, de décembre plus précisément, près de 766 000 en sont mortes. En novembre de décès, en nombre de décès, les États-Unis sont le pays le plus touché devant le Brésil, le Mexique et l'Inde. De nombreux chercheurs à travers le monde planchent sur la mise au point de vaccins destinés à combattre le coronavirus. La Russie a annoncé avoir commencé une nouvelle phase d'essais cliniques sans donner beaucoup plus de précision sur ce dossier. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition d'information. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas de rester avec nous pour la suite de notre programmation.